Nous allons commencer aujourd'hui l'étude des courbes paramétrées en coordonnées cartésiennes. Une fois qu'on a fini, la séance sera terminée, puisque à la prochaine séance, nous étudierons les courbes paramétrées en coordonnées polaires. Et puis petit à petit, donc vous voyez, là j'ai trouvé une erreur, k ou y égale f de x ici. Donc ça c'est corrigé, mais je corrigerai. Hein. Vous aurez une autre version corrigée. Ici, c'est pas égal, c'est une parenthèse. Voilà, mais je corrigerai. Donc, ça c'est la première page, vous l'avez eu, c'est le plan de chapitre. Donc, on verra ce qu'on pourra faire. Et pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas où des courbes paramétrées en coordonnées cartésiennes. Alors, c'est quoi une courbe paramétrée en coordonnées cartésiennes? Une courbe plane, plane se trouve dans le plan. Hein. Une courbe plane, c'est-à-dire une courbe qui se trouve dans le plan XY. Elle n'a pas de composante Z. Hein. Une courbe plane, c'est admet une représentation paramétrique si les coordonnées de chaque point de la courbe, les coordonnées de chaque point de la courbe, je répète, dépendent d'un paramètre réel T. Donc chaque point de la courbe est le résultat d'un calcul qui dépend de T. X est une formule de T, comme je l'ai indiqué ici. X est une formule de T, Y est une formule de T. Okay. Alors, par exemple, si vous prenez les courbes qui sont devant vous, la courbe qui est là, là où j'ai écrit départ, ça c'est le point de départ pour T égale T0. Quand T varie, quand T passe de T0 à T1, ça c'est T0. Quand T passe à T1, alors déjà pour T0, l'abscisse c'est ici X de T0 et l'ordonnée c'est Y de T0. Quand T passe de T0 à T0 plus delta T, un incrément de temps, eh bien, ça devient T1, et T1 donnera lieu à un autre point M1 de coordonnées X de T1, Y de T1. Et la position, ça c'est le point M0, et juste à côté, vous aurez le point M1, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, l'étude de cette courbe nécessite de connaître le domaine dans lequel la variable t varie. Donc, t appartient à un intervalle. T appartient à un intervalle AB. Ça, c'est le domaine de définition. La première valeur de t, c'est A. La dernière valeur de t, c'est B. Avez-vous des questions ? Donc, on continue. Une fonction de la forme y égale f de x. Les fonctions que vous avez étudiées jusqu'à aujourd'hui, c'est une fonction qu'on appelle implicite. Et il se trouve que y égale f de x, c'est un cas particulier des courbes paramétrées. Donc, les courbes paramétrées, c'est la généralisation des courbes implicites de la forme y égale f de x. Et si on prend le cas y égale f de x, pourquoi c'est un cas particulier? Parce que le paramètre d'entrée, c'est la variable x. Quand vous faites varier x, eh bien, si x varie, y varie. X passe x plus delta x, le y varie forcément à y plus delta y. Donc ça, c'est un cas particulier des y égale f de x, c'est un cas particulier des courbes paramétriques où le paramètre, c'est la variable x. Une propriété maintenant, un point quelconque de cette courbe est dit multiple s'il est atteint pour différentes valeurs du paramètre t. Voilà un exemple devant vous d'un point, ici, là, où je mets le x,
Ce point qui est là, il est atteint pour deux valeurs de t. Regardez, le mobile, il fait ça, 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 ça. Il est déjà passé par ce point une première fois. Quand il arrive ici, il s'approche de ce point et il passe une deuxième fois. Il continue son chemin et il arrive jusqu'à la fin. Donc, ce point est un point multiple. Il est atteint pour différentes valeurs de la variable t. Voilà. Alors, il faut enlever le S qui est là, mais je l'enlèverai. À la prochaine version. À côté, vous avez d'autres exemples de courbes. Là aussi, c'est à corriger. Courbe fermée avec point multiple. Donc ici, la différence entre cette courbe et cette courbe, c'est que les points de départ et d'arrivée sont confondus. Donc là, vous avez M de A égale M de B. M de A égale M de B. Le point de départ et le point d'arrivée sont confondus. Et ici, vous avez un point multiple. Et pour finir, vous avez le cas de la troisième courbe, où vous avez le point de départ et le point d'arrivée qui sont confondus, mais il n'y a pas de point double. Voilà. Les courbes que vous voyez devant vous peuvent être définies pour que vous ayez une idée de ce que c'est une courbe paramétrée. Ces courbes peuvent être le résultat, si vous voulez, d'une représentation paramétrique de la forme x de t égale f de t et y de t égale à g de t. Une fois que vous avez défini t, vous introduisez t dans f, vous obtenez un résultat. Vous introduisez t dans g, vous obtenez un résultat. Ces deux résultats, x et y, vont définir un point. Vous changez t, t passe de t à t1, eh bien, t1, vous avez un autre point m de t1 à côté. M de t ici. Voilà. Avez-vous saisi la notion de courbe paramétrée? Avez-vous compris? On n'a pas besoin de courir. Il faut bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer et la différence entre une courbe y égale f de x et une courbe paramétrée par une variable t. Y égale f de x est un cas particulier des courbes paramétrées, puisque le paramètre devient x. L'entrée, c'est x, la sortie, c'est y. Dans le chapitre qu'on est en train de traiter, l'entrée, c'est t, et la sortie, c'est x de t et y de t, grâce aux fonctions f de t et g de t. Allez, je vous écoute. Quelques questions, Bon, bien. Alors, on avance. On va attaquer, si vous voulez, la méthode de travail proprement dite pour étudier une courbe exprimée en coordonnées cartésiennes. Alors, avant d'arriver au plan d'étude, eh bien, je vais être amené à définir ce que c'est la tangente à une courbe, ou comment on peut définir la direction de la tangente à une courbe exprimée, une courbe paramétrée exprimée en coordonnées cartésiennes. Alors, deuxième paragraphe, tangente étude locale. Dans le cas où x de t et y de t sont dérivables, on note d de OM sur dt, le vecteur dérivé, c'est la dérivée, c'est pour cela qu'il y a un vecteur qui est la dérivée,
de composantes x' de t et y' de t. Donc, x' de t, y' de t sont les dérivées respectives de x et de y. Donc, ça, c'est x' de t, vous l'avez bien compris, c'est dx sur dt, et y' de t, c'est dy sur dt. Et d de OM sur dt, c'est le vecteur qui a pour composante x' de t, y' de t. OK? Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle le vecteur vitesse du mobile M dans le plan. Et c'est pour cela que je vous disais que quand vous aviez un mobile oméga qui se déplace sur un cercle, eh bien, le vecteur vitesse est porté par la tangente. Tangente, vecteur vitesse. Vitesse dérivée de la position. Ça vous rappelle quelque chose, tout ça? Bien. Le point M, à l'instant t0, de coordonnées x de t0, y de t0, est dit un point singulier si le vecteur dérivé d de OM sur dt au point à l'instant t0 est nul. Le vecteur dérivé est nul, c'est-à-dire celle-ci est nulle et celle-ci est nulle. Comme je viens de l'écrire ici, la première composante égale à la deuxième composante égale à 0. Ça arrive. Le vecteur dérivé d de OM sur dt eh bien, est nul. Dans ce cas-là, le point est dit point singulier. En revanche, si le point M à l'instant t0 de coordonnées x de t0, y de t0 est un point régulier, si la dérivée vectorielle d de OM sur dt exprimée en ce point est non nulle. Donc, le point régulier, le vecteur est non nul. Point singulier, le vecteur est nul. Bien. Alors, la tangente, maintenant. La tangente à la courbe en question C, la courbe qu'on étudie, est portée par le premier vecteur dérivé non nul exprimé au point mt0. Ça veut dire quoi cette définition? C'est-à-dire que même au point singulier, si vous trouvez un point non nul, et bien vous le dérivez une deuxième fois jusqu'au moment où vous trouvez une dérivée non nulle. Au cas où le vecteur n'est pas nul, mais une des composantes est nulle, comment on peut interpréter les résultats? Si le calcul de la tangente en ce point montre que la dérivée de x n'est pas nulle, la dérivée de y n'est pas nulle, alors la tangente, en ce point, elle a pour pente le rapport y' sur x'. Si donc le point est régulier, dans ce cas-là, les deux dérivées ne sont pas nulles simultanément, une est nulle, l'autre non nulle. Dans ce cas, dans la deuxième ligne, la dérivée de x est nulle, la dérivée de y est non nulle, alors la tangente est verticale et elle est parallèle à l'axe des y. Si, en revanche, la dérivée de x est non nulle, mais la dérivée de y est nulle, la tangente est horizontale et elle est parallèle à l'axe OX. Voilà. Et je rappelle que si x' et y' simultanément ne sont pas nuls, dans ce cas-là, la dérivée admet qu'on pente le rapport y' sur x'. Tout ça est valable, bien entendu, je répète encore une fois, dans le cas où vous avez un point régulier, c'est-à-dire le vecteur dérivé
le vecteur dérivé d de OM sur dt n'est pas nul. Et puis, ce que je vous ai écrit, dans le cas d'un point singulier, c'est-à-dire vecteur dérivé nul, on utilisera ces résultats, c'est-à-dire toute cette analyse qu'on vient de faire, avec le premier vecteur dérivé non nul. Parce que vous pouvez avoir le premier vecteur dérivé, la vitesse, mais vous pouvez avoir le deuxième vecteur dérivé, l'accélération, le troisième vecteur dérivé, le quatrième, le énième, jusqu'à l'infini. Voilà. Généralement, dans notre travail, eh bien, on s'arrête à la première ou à la deuxième dérivée au plus. Avez-vous des questions? Alors, Corentin, pour répondre à votre question, cette analyse que je viens de faire ici, là, qu'on a fait ensemble ici, elle est valable à condition que les deux dérivés x' et y' ne soient pas simultanément nuls. Si on a x' et y' nuls, regardez, si je remonte, si x' et y' sont nuls, nous avons un point singulier. Et si x' et y' sont nuls, le vecteur d de OM sur dt est nul. Pour que je puisse faire cette analyse de cas, où il y a trois cas possibles, il faut que x' et y' ne soient pas nuls simultanément. Si l'une des deux dérivées est nulle, ça marche. Imaginons que c'est nul, que les deux sont nuls. Qu'est-ce que je fais? Je fais la même analyse avec x secondes et y secondes. Je dérive une deuxième fois au même point. N'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. Exactement. Il faut qu'il y ait l'une des deux qui soit non nulle. Mais si les deux sont nuls, on dérive une deuxième fois. On passe à x secondes et y secondes et on fait l'étude. Voilà. Et les dérivés sont calculés pour la même valeur de t. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Bien. Alors, je continue le dernier paragraphe de cette séance. C'est une liste d'actions à mener, ce que j'appelle le plan de l'étude. C'est une liste d'actions à mener et une stratégie à adopter en fonction des résultats pour déduire des axes de travail
qui permettent de faciliter la tâche pour étudier une courbe. Et puis naturellement, la première chose à faire, c'est de déterminer, c'est le premier point que j'ai noté ici, c'est de déterminer l'ensemble de définitions communs à x de t, y de t. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez bien compris jusqu'à maintenant, je l'espère en tout cas, que pour commencer une courbe paramétrée, il faut donner la définition de x et de y en fonction de t. Donc x est une fonction sous la forme x égale f de t, et y une autre fonction p de t. Chacune a un domaine de définition. Celui de x de t va de A à B. Celui de y de t va de... Donc imaginons que ça c'est l'axe de t. F de t est défini sur A, B. Et G de t, qui représente y, est défini de C à D. Alors, quand vous regardez ce schéma, à votre avis, où est-ce qu'on peut étudier la courbe C? J'ai dit, il faut déterminer l'ensemble de définitions communs à x de t et y de t. À l'extérieur de ce domaine, x est défini, mais pas y. À l'extérieur de ce domaine, ici de ce côté, y de t est défini, mais pas x. Donc, où est-ce qu'on peut étudier le domaine de définition commun? Devient l'intervalle CB. Voilà. Avez-vous compris? Je pense que oui. La deuxième étape de l'étude, c'est de rechercher les symétries et les parités. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, on cherche les parités et ensuite on déduit les symétries dans l'objectif de réduire le domaine de définition. Parce que si on a un comportement similaire d'un côté comme de l'autre, ben, il suffit d'étudier un côté et déduire l'autre côté par symétrie. Tout ça, c'est de la théorie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, regardez, je vous ai écrit. Recherchez les symétries. On étudie x de t toute seule et y de t toute seule. Si x de t, après étude, montre qu'elle est paire et que y de t montre qu'elle est impaire, alors, si x de t est paire et y de t impaire, on obtient une symétrie par rapport à l'axe des x. Et à ce moment-là, on peut uniquement centrer l'étude pour toutes les valeurs de t supérieures ou égales à 0, positives. Pourquoi? X de t est paire. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction paire? Pour rappel, une fonction est dite paire si, pour toute variable t, l'opposé de t appartient à df, si donc t et moins t appartiennent à df, et x de moins t est égal à x de t. Ça, c'est la définition d'une fonction paire. La définition d'une fonction impaire, c'est la même chose au début. Il faut que t et moins t appartiennent simultanément au domaine de définition et que, ça c'est paire, et que la relation suivante est validée. X de moins t est égal à moins x de t, et ça veut dire impaire. D'accord? Alors, je ne vais pas vous poser la question si vous avez vu ces définitions ou pas. Si vous ne les avez pas vues, c'est devant vous. Alors, x de t est paire si x de moins t est égal à x de t. D'accord? Donc, impair, c'est x de moins t est égal à moins x de t. Si vous voulez les noter. Oui, il faut exactement, il faut le même
le même domaine de définition, hein, pour x et y. Alors, si je remplace t par moins t dans x et dans y, la ligne dit que x est impair, donc les x ne changent pas, mais les y sont opposés. Donc, nous avons une symétrie par rapport à OX. À ce moment-là, on peut réduire le domaine uniquement sur les valeurs de t positifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire x est pair et y impair? Si je veux faire un schéma pour vous faciliter la tâche, regardez, ça c'est l'axe des y, ça c'est l'axe des x, ça ressemble à tout sauf à un axe horizontal. Si je remplace t par moins t, eh bien, si je remplace t par moins t, alors les x sont identiques. Donc ici, j'ai x de t égale à x de moins t, parce que x est pair. Mais les y sont opposés. Y de moins t égale moins y de t. Donc j'ai un y ici et un y là. Celui-là est positif, celui-là est négatif. Vous voyez que j'ai la même distance ici et là, mais de signes opposés. Donc les deux points que j'obtiens sont symétriques par rapport à l'axe des x. Ça c'est m de t, ça c'est m2 moins t. Donc les deux points sont symétriques par rapport à l'axe des x. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, je peux réduire le domaine de définition à moitié. T positif ou T négatif. Mais généralement, c'est plus facile de travailler avec T positif. Sur la deuxième ligne, nous avons le système inverse. C'est-à-dire, X est impair, mais Y est pair. X impair, je vais me retrouver avec un X ici et X là pour les mêmes Y. Et à ce moment-là, c'est l'axe des ordonnées qui est l'axe de symétrie. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez pas de questions parce que je vais vite, vous ne comprenez pas ou vous comprenez quelque chose? Okay. Donc, si x dans la deuxième ligne est impair, donc on se retrouve avec deux x opposés pour le même y, nous avons à ce moment-là deux points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ce que j'ai écrit ici. Et à ce moment-là, nous étudions uniquement le domaine où le t positif en prend la moitié. Et pour finir, le troisième cas, si x de t est impair et y de t est impair, c'est-à-dire quand je remplace t par moins t, eh bien j'obtiens des x opposés et des y opposés. À ce moment-là, j'obtiens ce point et ce point. Deux points symétriques par rapport à l'ordonnée. Symétriques par rapport à pas l'ordonnée à l'origine au 0, 0. Et du coup, j'étudie pour t positif uniquement. C'est bon? Ça le fait? Ok. Alors, la troisième étape de l'étude, c'est d'étudier les variations de x de t et de y de t sur le domaine de définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Étudier les variations. Alors, étudier les variations, ça veut dire, une fois que j'ai le domaine de définition et je l'ai réduit grâce à la périodicité et à la parité qu'on vient d'étudier, je dérive x de t, je dérive y de t, et j'étudie le signe de la dérivée
sur ce domaine de définition commun à x de t et à y de t. J'étudie le signe et je trace le tableau de variation, le tableau de signes sur ce domaine pour x de t et pour y de t. Ça me permet de connaître quand est-ce que la fonction, sur le domaine de définition commun, bien entendu, quand est-ce que la fonction est croissante, quand est-ce que la fonction est décroissante. Et voilà, donc ça devrait être compréhensible sans beaucoup de difficultés. Voilà. Et puis l'étape suivante, c'est après l'étude du domaine de variation, eh bien l'étape suivante, c'est d'étudier les branches à l'infini. Alors là, ça se complique un petit peu les branches à l'infini, mais c'est en fait, à la fin, c'est une méthodologie à appliquer à la règle. Et puis, c'est pas souvent qu'on aura besoin de l'étudier, surtout si le domaine de définition est limité entre A et B. Ça devient plus compliqué quand le domaine de définition, sur T, bien entendu, et non pas sur X, Y. N'oubliez pas que X et Y sont des résultats. L'entrée, c'est T. Quand T va vers l'infini, on a ce genre d'études à faire. Généralement, quand T, dans nos exercices, c'est rare qu'on prenne T tend vers plus ou moins l'infini. Mais il faut connaître les règles, quel que soit le domaine de définition. Alors, étudier les branches à l'infini revient à calculer les limites de x de t et de y de t quand t tend vers t0, et t0 est éventuellement l'infini. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si x de t tend vers plus ou moins l'infini, et y de t tend vers une constante b, alors la droite horizontale d'équation y égale b est une asymptote AC. La condition, ça c'est x doit tendre vers plus ou moins l'infini, y reste constante, alors nous avons la droite y égale b qui devient une asymptote. Ça c'est vu. Qu'est-ce que ça veut dire asymptote? C'est-à-dire que la courbe C s'approche de y égale b indéfiniment sans la couper. La distance entre C et B devient très très faible. Voilà. Mais jamais d'intersection entre C et B. Jamais d'intersection entre C et B. Avez-vous compris ce que ça veut dire asymptote? Vous avez déjà vu les asymptotes? Ok. C'est bien. Je me méfie maintenant. Alors, le deuxième cas de figure, si x de t tend vers une constante a et que y de t tend vers plus ou moins l'infini, alors la droite verticale d'équation, il y a une erreur ici, la droite verticale d'équation x égale a est une asymptote AC. Donc, ça sera corrigé dans la version n plus 1. Ça sera corrigé dans la version n plus 1 que vous aurez pour le prochain cours. Donc, que je répète, dans le prochain cours, vous aurez ces 3 pages, plus 2 à 3 pages de plus pour la séance de la semaine prochaine. Je suppose qu'on a cours la semaine prochaine. Donc, vous aurez le même chapitre augmenté. Et ces corrections seront faites également x égale a asymptote. Donc là, dans ce cas-là, vous aurez x égale a comme asymptote. Ça, c'est l'asymptote. Et ça, c'est la courbe C. Voilà. Troisième cas de figure. Si x de t tend vers plus ou moins l'infini et y de t tend vers plus ou moins l'infini, vous avez remarqué qu'avant, c'était une des deux. Maintenant, les deux tendent vers plus ou moins l'infini. Donc, on ne peut pas conclure. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule la limite du rapport y de t sur x de t.
Soit A, cette limite, plusieurs cas de figure. Si A est nul, on obtient alors une branche parabolique de direction OX. Qu'est-ce que ça veut dire une branche parabolique? C'est-à-dire que la courbe se comporte, ça c'est l'axe OX, la courbe se comporte comme ça, comme une parabole d'axe OX. Elle devient parallèle à OX sans qu'elle soit asymptote à OX. Si A tend vers plus ou moins l'infini, à ce moment-là, la branche parabolique, elle est selon OY. Et, pour finir, si A est différente de 0 et de plus ou moins l'infini, c'est-à-dire une constante quelconque, on étudie la différence y de t moins a x de t, puisque là c'est une constante. Si le résultat de y de t moins a x de t est une autre constante réelle b, alors on obtient une asymptote d'équation ax plus b. Ça c'est ax plus b, et la courbe C admet comme asymptote ax plus b. Et si y de t moins ax de t tend vers plus ou moins l'infini, alors on obtient dans ce cas-là une branche parabolique de direction la droite y égale ax de t. C'est-à-dire ax de t, elle passe forcément par l'origine et on obtient une branche parabolique parallèle à cette droite. Donc, ou bien x, ou bien y, ou bien asymptote à ax plus b, ou bien branche parabolique selon ax. Voilà. Alors, étudier les points singuliers, ça revient à étudier le comportement de la courbe au point où d de OM sur dt. Je vous rappelle que les points singuliers, c'est les points où d de OM sur dt est égal à 0. C'est-à-dire x' égale 0 et y' égale 0 en même temps pour étudier les tangentes. Là, ce qu'on a vu dans le paragraphe précédent, étudier les tangentes et surtout dans les points particuliers. Et puis la dernière étape, c'est tracer la courbe. Voir comme ça la stratégie établie avec 10 à 15 lignes, ça vous paraît, enfin, ça paraît très facile. Travailler sur les courbes, c'est un peu plus compliqué et c'est l'objectif des travaux dirigés. C'est pour cela que dans ce chapitre, il y a pas beaucoup d'heures de cours, à peine 5 séances, mais plus de séances de travaux dirigés où on va traiter le maximum de courbes en coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires, apprendre à calculer les longueurs de courbes et apprendre à calculer la position de centre de courbure, la courbure d'une courbe, la développée, la développante. Voilà l'objectif de ce chapitre, mes petits. Et la fin du premier volet. Avez-vous des questions? Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir, poser des questions?